Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir M. Mézières, que l'on ne présente plus. Donc, d'ailleurs, je ne vais pas tellement travailler sur la biographie, parce que, bon, finalement, elle est assez connue, on peut la voir assez facilement en faisant une recherche sur Internet. Par contre, je pense qu'il est intéressant d'avoir des éclaircissements sur la manière dont certaines bandes, alors évidemment Valérian et l'héroïne, mais d'autres aussi ont été travaillées, conçues, réalisées. Et puis on reviendra quand même sur certaines bandes un peu moins connues, parce que finalement, très souvent, une œuvre en cache une autre chez un créateur, et c'est un petit peu dommage. Alors j'ai quand même évidemment quelques questions. 1967, l'année de parution de Valérian contre les mauvais rêves. À l'époque, en fait, la science-fiction n'était pas très à la mode dans la BD, et même de toute façon, elle n'avait pas du tout l'impact qu'elle a de façon générale aujourd'hui avec le cinéma. Alors, la question est un peu classique, mais comment l'idée vous est-elle arrivée avec Pierre Christin? Bon, bonjour d'abord. Et le choix de décider de non pas une série qui va nous tenir 50 ans, mais de dire qu'on va faire une histoire longue dans le journal pilote, où on avait fait quelques petits récits courts. On s'était retrouvés aux États-Unis, Christin et moi, lui comme prof d'université, moi comme gardien de vache. À cheval, de préférence, et donc il y avait des goûts de western, tout le monde faisait du western, c'est sûr que le western était le genre le plus exploité des journaux, le plus catho ou le plus communiste, il y avait des histoires de cow-boys dedans, c'est quand même formidable, et donc c'était fait, et en plus mes amis personnels étaient JG avec Jerry Spring, Jean Giraud avec Blueberry, que je connaissais déjà depuis l'âge de l'école, et Maurice, que je ne connaissais pas encore, mais que je n'avais pas tardé à rencontrer. Donc le plan était fait, c'est sûr que ça suffisait dans le journal, et il fallait trouver une histoire, de dire qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est là où Christin et moi, qui sommes des amis d'enfance, on avait quand même une bonne connaissance de ce domaine qui était la littérature de science-fiction, pas du tout répertorié, pas du tout approuvé ni par la presse, ni par les journalistes, ni par les écoles, etc. Mais c'était un genre très à la mode souterraine. C'était ça qui était amusant. Et donc on avait lu déjà, à l'âge de 18 ans, à peu près tous les grands romans qui ont basé les fondements de la science-fiction des années 60. Ce qui est plus surprenant peut-être, c'est au niveau graphisme, parce que finalement il n'y avait pas tant de bandes. Bon, il y a eu quand même évidemment les bandes américaines des années 30. Oui, mais qui connaissait en 1960, sans avoir été aux États-Unis, qui connaissait ces bandes américaines? Absolument personne. Absolument. Bon, par contre, en France, il y avait eu quand même Druyet dès 66. Non, Druyet, vous avez raison, mais Druyet, son premier album Delirius était publié, pas Delirius, pardon, L'Onslaught, était publié chez... non, c'était pas Pauvert, non, c'était un marginal absolu. Excusez mon grand montage, j'ai des trous, c'est pas Pauvert, mais c'était... Roosevelt, merci le public. Vous restez là. L'Hostel, bien sûr. Et ce livre est devenu connu quand Druyet est venu à Pilote, après, où on a commencé à dire mais il n'a pas fait que ça. Alors que, donc, il y avait un désert absolu de science-fiction. Non, il y avait deux trucs que je connaissais qui étaient dans le journal Chouchou, qui a dû, je crois, duré 4 numéros en 1964. Forest et Gillon avaient commencé à travailler sur les naufrages du temps, et
je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Poivet avait fait dans Vaillant Les Pionniers de l'Espérance. Mais moi, j'avais pas adhéré au graphisme de Poivet, qui est un magnifique dessinateur, mais un peu trop croquis. Et je trouve qu'il n'avait pas la matière de pouvoir créer des mondes étranges. Donc il fallait s'y essayer, simplement parce que personne n'en faisait, et on a démarré en disant on va faire une histoire de 30 pages. De manière générale, quand vous commencez, qu'est-ce que vous cherchez en premier quand vous commencez à travailler une planche? Elle a terminé. Parce que le travail, enfin moi je suis un dessinateur besogneux, encore surtout plus à l'époque, et je ne savais pas très bien ce que je pouvais essayer de faire. Christin avait déjà déterminé son côté scénariste, alors que c'était le premier scénario qu'il écrivait. Il était prof de journalisme à l'IUT de Bordeaux, qu'il avait fondé avec un autre journaliste fameux, Robert Escarpit, en 1967. Donc il faisait des allers-retours Paris-Bordeaux, Bordeaux-Paris, qui n'étaient pas en 2 heures à l'époque, et ça lui laissait le temps de pouvoir écrire dans le train pendant 4h30. C'était bien. Comme quoi le progrès n'est pas toujours un bénéfique pour les créateurs. Donc, Christin et moi avons trouvé, parce qu'on était des amis d'enfance, parce qu'on avait des goûts très différents et très similaires sur bien des choses, c'était passionnant de dire on va faire une première histoire. Et donc, Christin commence à taper à la machine, la première page, Galaxity, capitale de l'Empire terrien, 28e siècle. Alors, belle image. Vas-y Coco, c'est ce qu'il est en dessous. Il ne va pas me décrire, il ne va pas me dire ce qu'il faut que je dessine. Et alors moi j'étais pris de panique, absolument, en disant est-ce que je peux faire de la science-fiction? Alors les premières pages sont complètement pathétiques. C'est pour ça d'ailleurs que la solution de faire un voyage dans le temps, de retourner en arrière, là je retombais un peu plus sur mes pattes, faire du sous Pierre Louis et Jean de Peyo, ça je connaissais. Ça m'a permis d'avancer, mais très vite notre scénario a assez avancé lui-même et on a essayé de raconter une première histoire. Il y a un autre point concernant le graphisme, c'est que on sent très clairement qu'il y a un désir d'être le plus lisible possible. Que les plans, qu'en fait le dessin soit fort et bon et inventif, mais qu'il serve clairement la narration. Et en même temps, il y a une exubérance dans les décors, dans les personnages. C'est pas toujours évident à concilier. Comment travaillez-vous ça? Comme je peux. C'est des questions pièges. Non, ce qui est à dire que tout ça, c'est des désirs de raconter. Alors, moi, je viens de l'école franco-belge. Franquin est mon Dieu et a été mon Dieu pendant très longtemps. Mais je dois dire, je me suis rendu compte que dessiner une histoire de science-fiction avec un personnage qui ressemblerait à Gaston, ça va pas du tout, ça marche pas. Vous êtes d'ailleurs allé le rencontrer, Franquin. Oui, mais ça, c'était avant, quand j'avais 17 ans. Et il m'a dit, bon, il faut continuer, vas-y, avance. Enfin, je lui avais amené, j'étais avec un autre copain, Pat Mallet, dessinateur humoristique, qui a fait les petits martiens verts, les petits hommes verts, qui étaient très, très populaires à l'époque. Et j'avais amené aussi quelques dessins de mon camarade de classe qui s'appelait Jean Giraud, il s'appelait pas encore Möbius à l'époque, mais il faisait déjà des westerns. Et Franquin a beaucoup regardé ces planches-là, et après il a téléphoné à Joseph Villin, JG, en lui disant il y a un petit jeune qui va falloir que tu vois. Il y a aussi un point, et j'insiste dessus parce que finalement on n'en parle pas suffisamment, ce sont les couleurs. Et il y a la même coloriste
qui est donc Evelyne Tranlé, qui a travaillé sur tous les albums de Valérian et Laureline. J'insiste, c'est peut-être un peu un combat, mais les coloristes sont souvent oubliés, plutôt mal payés, alors qu'en fait le rapport est capital à la bande dessinée. Ah, ça, de toute façon, une bonne mise en couleur met en valeur la page et le dessin. Une mauvaise mise en couleur peut bousiller le dessin. Mais j'avais pas ce problème-là, puisque Evelyne Tranlé, c'est ma sœur. Et donc, les rapports, c'était pas des rapports amoureux, donc on pouvait pas se fâcher. C'était ma frangine. Et elle avait incontestablement, elle a toujours un sens très harmonieux de faire la couleur. Alors, je lui parle de comment je voudrais que ce soit, non pas ça c'est rouge, ça c'est bleu, ça c'est jaune, ça c'est vert, évidemment pas, mais par contre, exprimer l'ambiance qui va se dérouler, puisque je faisais les premières mises en couleur moi-même. Là, le dessin qui passe, c'est une petite aquarelle, donc j'aime bien travailler ça, mais 50 pages de bande dessinée, c'est un boulot énorme, et comme je suis déjà un pénible sur les pages en noir et blanc, s'il faut en plus recommencer, enfin, prendre plus de temps pour la couleur, c'était formidable. J'avais sous la main facilement une coloriste qui avait déjà fait ses preuves, puisqu'Evelyne a fait, avant de faire Valérian, elle a été, comme j'étais très copain avec Giraud, et qu'elle connaissait beaucoup Giraud aussi, elle a fait d'abord un Astérix qui est le bouclier Arverne, je crois que c'est un des premiers Astérix, où là elle dit plus jamais parce que c'est du coloriage. Là, c'est du coloriage. Le ciel est bleu, les arbres sont verts, le sol est vert, les bandes bleues et les blanches du pantalon d'Obélix, elle dit c'est un cauchemar. Parce que ça ne changera pas, s'il n'y a pas d'harmonie à interpréter. Voilà. Et par contre, Valérian, dès le début, je lui demandais de travailler des ambiances colorées qui seraient plus ou moins dans la nuit. Donc si je mets des noirs, tu n'as que les clairs à mettre. Et donc mon dessin est très pensé pour la couleur. Moi quand je dessine, je le pense pour la couleur. Alors que le rouge soit un rouge coquelicot ou orange ou bordeaux, je m'en fiche complètement. Si l'harmonie est belle. Et comme un coloriste doit être complètement donner l'ambiance et donner la qualité, je dirais même, de l'atmosphère et de l'histoire.